Pas qu'on attende on n'attend pas le groupe là. Ah, tout le monde est là, oui, voilà, tout le monde est là. Oui, Bah, c'est un peu klaxonné effectivement dans la salle, j'ai l'impression, si vous. Oui, voilà. Mais effectivement, le groupe est là et ils vous font signe. Voilà. Non, mais parfait. Bah, écoutez, bienvenue. En effet, oui, l'organisation est un peu particulière, mais le jour s'est levé à Montréal. Donc c'est bon, et je suis presque encore revenu dans des horaires corrects. Alors, vous avez joué à un jeu, hein, mais le but, c'était pas de jouer. Le but, c'était de comprendre en fait les liens d'un système complexe qui est la façon dont on fait la ville, la façon dont on fabrique nos villes. Ce système complexe, ben, en fait, faut le comprendre pour arriver à le repenser, pour arriver à le transformer. Et il y a vraiment une nécessité d'en passer par là, parce qu'aujourd'hui, la fabrique de la ville, qui n'est pas un sujet du quotidien, un sujet citoyen, même si vous travaillez pour le coup dessus, hein, depuis 50 ans finalement, euh, ce sujet-là de fabrique de la ville, il est au cœur des trois crises. Hein, les crises climatiques, celle des ressources aussi, et celle de la biodiversité. Crise des ressources, à l'évidence, hein, faire la ville, construire, ça nécessite de consommer beaucoup de ressources matérielles, notamment minérales, des agrégats, mais aussi des aciers, du ciment, du béton. Ça nécessite aussi de consommer de l'énergie. Et puis, c'est une émission de déchets qui est absolument massive. Hein, l'essentiel des déchets produits aujourd'hui dans nos territoires sont issus globalement du bâtiment et des travaux publics. Euh, mais en termes de ressources, il n'y a pas que des ressources matérielles qui sont consommées par la ville. On a aussi une consommation d'une ressource immatérielle qui a un impact sur la deuxième des crises, celle de la biodiversité, par la consommation des sols, hein, l'atteinte directe au milieu, mais aussi leur fragmentation, notamment par le développement des infrastructures. Donc, deux crises et déjà deux responsabilités au cœur qui sont liées à la fabrique de la ville, mais aussi la crise climatique. Alors, j'ai pas les chiffres en Wallonie, mais en France, on sait qu'on a 50% de l'empreinte carbone moyenne, hein, des ménages, des Français, qui sont associés de façon directe ou indirecte à la fabrique de la ville, parce que c'est l'habitat, tout simplement, et puis les mobilités du quotidien, donc dictées par la forme de la ville qui pousse à utiliser notamment la voiture carbonée. Mais la ville, elle est aussi en première ligne, hein, sur les bouleversements climatiques, à la fois les inondations, le recul du trait de côte, le risque de submersion marine, les coups de chaud sur nos villes. Or, on a, depuis plus d'un siècle, où on a appris à gérer les risques urbains, on a pris l'habitude de regarder le passé pour anticiper l'avenir. Et c'est souvent un aspect des bouleversements climatiques qu'on a du mal à appréhender. Oui, c'est plus de phénomènes dangereux. Oui, c'est des phénomènes qui sont plus importants, plus brutaux. Mais c'est aussi des risques qui sont dans des territoires qui ne les connaissaient pas avant. On a une nouvelle géographie du risque avec le développement du risque incendie dans des territoires qui ne les connaissaient pas, du risque inondation, et la Belgique en a aussi fait les frais l'été dernier, du risque inondation dans des territoires qui ne les avaient pas connus avant. Ça veut dire qu'on a l'habitude d'avoir des formes de crues de référence. Il faut aussi, hein, dans le travail de résilience, qu'on vienne bifurquer là-dessus. Parce que c'est bien une redirection, hein, qui est nécessaire pour répondre à trois objectifs. Un objectif de décarbonation pour atténuer les bouleversements climatiques, un objectif d'adaptation, puisqu'ils ont lieu, hein, et que les coûts ne commencent qu'à pleuvoir, mais aussi une nouvelle façon d'appréhender les risques pour rendre nos territoires urbains résilients. Alors, une redirection, c'est à la fois adapter nos pratiques, c'est le premier DA, c'est adopter un certain nombre de nouvelles pratiques. Mais ça, on a du mal, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait qu'on fasse, mais on n'a pas les budgets, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources humaines, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la place, hein, parce qu'on ne fait pas le vide. Et on oublie souvent le troisième des A de la bifurcation, c'est l'abandon, hein. Quels sont les renoncements à faire? Et il n'y a pas finalement de nouveaux comportements qui ne passent pas par des formes de renoncement. Moi, je suis un petit entrepreneur. Si je discute là avec vous ce matin, c'est que j'ai renoncé aussi à faire autre chose à côté. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a très peu d'abandon à faire quand on est faiseur de ville comme moi. La mauvaise, c'est qu'évidemment, c'est des abandons qui sont structurants. Le premier, c'est la monoculture automobile, hein. On a commencé à massifier la présence d'automobiles à partir de la production de la Ford T, hein. C'est 1908, la première Ford T qui sort à Détroit. Et en même temps,
on peut dater le début de l'adaptation de la ville à la voiture à 1925. On est évidemment à Los Angeles, à l'épicentre de la culture automobile mondiale, et c'est le moment où on demande aux piétons de rester sur le trottoir. On vient hiérarchiser l'espace public, la rue, en faisant comme ça des espaces qui sont dédiés à certains usages, et notamment la rue devient une route, et la voiture se voit attribuer une priorité parce que elle arrivait dans un système urbain qui n'était pas hiérarchisé, et elle arrivait trop vite, avec des dommages collatéraux extrêmement importants. C'est 14 000 morts aux États-Unis en 1920, essentiellement des enfants. Donc on a un début d'adaptation de la ville qui commence là. 1925, ça a donc moins d'un siècle. C'est quelque chose d'extrêmement récent dans l'histoire de nos villes. C'est le premier des abandons. Le deuxième des abandons, c'est la ville standardisée. Et il faut attendre la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus exactement, l'après-Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, pour que la monoculture automobile commence à avoir un effet sur le dessin de nos territoires, avec l'invention du suburb, ces premiers lotissements construits dans les périphéries de New York, sur Long Island. Et on a un modèle qui naît comme ça en 1949, sur lequel on a une initiative privée, c'est Lewitt & Sons, une entreprise générale de construction qui crée les premières Lewitt Town, ces premiers lotissements. On a une forme urbaine qu'on connaît bien, qu'on reconnaît maintenant, qui a parcouru le monde. On a une logique d'industrialisation de la production du logement, c'est-à-dire qu'on produit des maisons comme on produit des voitures, en standardisant l'objet, en le vendant sur catalogue, et puis en industrialisant le processus qui permet de baisser les coûts. Et ce qui permet aussi d'avoir une forme de massification de tout ça. Et c'est aussi un modèle qui est associé avec une économie spécifique qui est associée à l'endettement des ménages. On invente une économie à la toute fin des années 40 qui va se déployer ensuite très largement aux États-Unis, mais il va falloir attendre les années 60. Cette économie, elle est fondée notamment sur l'endettement des ménages. Les premières Lewitt Town étaient réservées aux anciens combattants américains parce qu'ils bénéficiaient de garanties d'emprunt par l'État fédéral. Et Lewitt & Sons, qui a inventé cette économie-là, fait faillite en 2007 avec la crise des subprimes, qui est donc la crise du surendettement des ménages américains. Et je le disais, c'est l'invention d'un modèle, donc plutôt au début des années 50, qui décolle vraiment aux États-Unis dans les années 60, après les grands plans d'investissement autoroutier qui commencent en 1956 aux États-Unis. La transposition en France, elle est plus tardive, et on va retrouver ce phénomène-là partout en Europe. C'est à partir des années 70 où on commence à déployer ces modèles-là avec une accélération au milieu des années 80, avec comme effet l'artificialisation des sols, la consommation de sols essentiellement agricole dans la périphérie. C'est un effet important qui est diffus sur nos territoires et qui en même temps transforme complètement nos entrées et nos sorties de ville, transforme nos façons de vivre finalement dans le quotidien avec une forme d'éloignement des fonctions et de spécialisation des espaces. Ça a des effets à la fois sur l'économie de nos collectivités, sur notre capacité à produire des biens alimentaires, puisqu'on a une consommation de sol agricole. Ça a des effets aussi sur les fragmentations sociales avec des formes de spécialisation sociale des espaces, et notamment l'éviction des territoires, des centres-villes, des territoires les plus attractifs, des ménages aux revenus normaux. Et puis le dernier des abandons, il est associé à ça. Quand on construit des objets standardisés dans la périphérie, c'est donc qu'on construit du neuf. Et l'essentiel de nos discussions sont associés à la question du neuf. Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut en faire moins? Quelles sont les normes environnementales, etc., etc. Alors tout ça constitue une forme de modèle auquel on s'est consacré depuis finalement peu de temps, une cinquantaine d'années. Mais une cinquantaine d'années, ça veut dire qu'on a tous toujours connu que ça. C'est une forme de référentiel, et on a un problème de décalage du référentiel, c'est qu'on n'a jamais rien connu d'autre. Et donc, il nous semble difficile d'imaginer autre chose qu'une ville qui se fait par grandes plaques, grandes opérations, par construction neuve, essentiellement dans la périphérie, avec une poignée d'objets standardisés, que ce soit la maison 4 façades ou l'immeuble, le building de centre-ville. Mais tout ça, c'est passé à côté du sujet. Le sujet, je le disais au début, notre sujet d'ici 2050 et dès maintenant, c'est à la fois de décarboner, d'adapter et de rendre résilients nos espaces urbains. Et quand je dis nos espaces urbains, c'est l'ensemble de la ville, pas que les bâtiments neufs. Or, on a déjà construit 80% de la ville de 2050. Ça veut dire que tous les sujets d'innovation technologique,
sur lequel on peut se gargariser sur la motorisation des voitures, etc., etc., ça peut en effet concerner l'industrie automobile ou d'autres industries, qui a encore quelques générations d'innovation avant qu'on arrive à 2050. Nous, on a déjà fait 80% du boulot. Ça veut dire qu'en effet, les 20% qui nous restent à construire, il faut qu'on le fasse bien, mais que le vrai sujet, c'est ce qui est déjà autour de nous. Et de toute façon, on ne pourra pas tout effacer pour tout recommencer et faire bien, parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, et de toute manière, ce serait une émission de carbone absolument monumentale, et donc contradictoire avec nos objectifs. En fait, il faut qu'on passe d'une forme d'urbanisme linéaire, dans lequel on a une matière première, qui est l'espace, avec une consommation de dizaines de milliers d'hectares tous les ans, qui crée dans un processus d'urbanisation des espaces urbains, mais avec une logique d'obsolescence programmée, et derrière la multiplication des friches, des logements vacants ou des bâtiments sous-utilisés. Il faut qu'on passe de cet urbanisme linéaire à ce que j'ai appelé l'urbanisme circulaire. Dans mon manifeste pour un urbanisme circulaire, c'est finalement autant d'alternatives à la construction neuve dans la périphérie, avec 4 boucles principales, les plus courtes étant les plus les plus cohérentes en termes d'impact environnemental, mais aussi d'impact économique. Et finalement, on croise les thématiques de sobriété. Intensifier le déjà là, c'est simplement ne pas construire, mieux utiliser les bâtiments qui sont là. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples. Transformer les bâtiments existants, c'est éviter de déconstruire et donc éviter de mettre à la poubelle ces tonnes de matériaux, mais aussi tout le carbone qu'on a investi dans des structures béton notamment. Tout ce qui tient debout doit être réhabilité parce que l'acte de démolition et de reconstruction derrière a trop d'impact pour être fait comme ça de façon non priorisée. Et puis si on n'arrive pas à répondre à nos besoins dans ces 2 boucles-là, dans l'enveloppe existante, c'est densifier, construire dans le périmètre de la ville déjà là, y compris la ville peu dense, et puis recycler ces grandes boucles de démolition-reconstruction. Finalement, c'est un changement de priorité. Plutôt que par défaut, construire du neuf dans la périphérie, commencer par tenter d'intensifier, puis ensuite transformer, etc., etc. Et puis parfois, acter du forme de retour à des usages naturels et agricoles de certains espaces urbains par de la renaturation. Pardon. Alors, moi, j'ai rien inventé en fait, et mon bouquin est consacré pour l'essentiel à des retours d'expérience. On sait faire ça, en France, en Europe, en Belgique. On a des exemples belges dans mon bouquin aussi. Rien n'est à inventer, mais tout ça ne fait pas encore système, ne fait pas encore modèle. Quelques exemples. L'urbanisme transitoire, c'est ça. C'est prendre acte que un bâtiment va passer 10% de sa vie vide parce qu'il attend sa réhabilitation, sa démolition. Si on met des usages temporaires dans ce bâtiment-là, c'est autant d'usages qui ne sont pas dans des mètres carrés construits ailleurs. C'est l'exemple de cette école qui, tous les étés, se transforme en logement touristique. C'est une école qui n'est pas vide tout l'été, et puis c'est 8 logements touristiques qui n'ont pas été construits à côté et qui seraient sinon vides toute l'année. C'est ces équipements publics pensés dès le début pour être ouverts tout au long de la journée, avec ici une médiathèque, mais qui est aussi un espace d'accès Internet, mais qui est aussi un accueil des services sociaux. Et puis parce que ce n'était pas suffisant, le maire de la ville a décidé de créer un bistrot. Donc il y a un bar dans cette médiathèque, c'est sans doute le seul bar de France financé par la caisse d'allocation familiale et les services sociaux. C'est aussi construire quelques étages sur les toits de copropriété pour payer une réhabilitation globale. C'est donner une seconde vie à nos bâtiments. Travailler l'existant, c'est ça. Décarboner les 80% du patrimoine bâti existant qui est de 2050 qui est déjà autour de nous. C'est en effet un enjeu thermique, c'est donc un enjeu technique, mais c'est un tel niveau d'investissement qu'en fait, on est sur une logique de seconde vie. La question, c'est comment on repense l'organisation de nos locaux, la programmation, les usages, l'architecture et la technique pour miser suffisamment dans ces bâtiments pour qu'ils soient utilisables pour 30 ou 50 ans. Et puis, c'est construire aujourd'hui des bâtiments neufs qui, demain, ne seront pas soumis à des formes d'obsolescence programmée. Ici, on est sur le premier bâtiment en France qui va être construit avec une autorisation administrative lui permettant d'être alternativement occupé par des bureaux ou des logements. Donc, c'est à la fois une forme technique, une forme architecturale, mais aussi une organisation financière, une organisation juridique et réglementaire qui permet ça. La densification, c'est pas que construire des tours et des bars au cœur de la ville dense, c'est construire des maisons à côté de maisons existantes dans le pavillonnaire. C'est aussi mieux densifier la ville dense et travailler aussi nos espaces économiques dans lesquels on a la capacité de faire beaucoup mieux. C'est travailler les friches, celles d'aujourd'hui, celles de demain, les supermarchés ou les parkings. Alors, 4 clés en fait là-dessus pour avancer, quatre principes qui sont autant
pistes de solutions, hein, sans prétention, mais en tout cas des axes qui me semblent importants par rapport au constat que vous avez pu faire en faisant la fresque de la ville, qui a pour objectif, hein, de vous permettre de dialoguer sur les constats, les post-it étant vos solutions. La première des éléments, c'est prendre la clé du sol. Hein, pourquoi? Parce que en fait, l'étalement urbain n'est pas un problème. L'artificialisation n'est pas un problème. Même si on a des politiques, vous en avez avec le zéro béton, des politiques publiques qui tentent de lutter contre. En fait, c'est confondre la fièvre et la maladie. Hein, l'étalement urbain, c'est pas le problème. Le problème, c'est cette propension à se concentrer sur la ville facile depuis 50 ans. Et c'est finalement un symptôme, l'étalement urbain. Pour autant, toucher la sobriété foncière, utiliser moins de sol, c'est donc moins construire, c'est moins se déplacer. C'est donc une sobriété en matériaux, en énergie et globalement une efficacité écologique. C'est donc un moyen et pas une fin en soi. Pour ça, il faut qu'on arrive à tisser la ville de la proximité qui n'est pas le vélo, hein, l'alternative à la voiture, c'est la proximité qui permet de prendre le vélo. Et la proximité au centre de la métropole, au centre de Bruxelles, mais aussi au centre du village, hein, au centre des services, etc., etc. Pour autant, on a la question des valeurs. Hein, faire la ville pour tous, c'est le sujet et ça doit être notre bataille. Et puis faire une ville certes résiliente, en capacité d'encaisser les coûts, mais aussi en capacité de s'adapter aux évolutions démographiques, aux transformations technologiques, au changement de notre mode de vie, etc., etc. On a perdu l'habitude de voir nos espaces urbains se transformer. La ville adaptative, c'est avoir sans arrêt un voisin qui est en train de faire des travaux, la route qui est en train d'être débitumée, le trottoir d'être planté, etc. C'est avoir un quotidien qui change, mais qui change dans le bon sens. Alors, vous l'avez compris, c'est pas une transition douce, en fait. C'est tellement lent, le paquebot de la fabrique de la ville, il y a tellement d'inertie que le virage est nécessairement brutal. Il doit être fait par nécessité, parce qu'on a les enjeux du siècle et les crises qui sont déjà là et qui pointent et qui vont toucher nos espaces urbains. Mais aussi par opportunité, parce que sortir de la ville facile, c'est donc rentrer dans la ville complexe et donc la ville passionnante, celle qui va mobiliser l'intelligence des femmes et des hommes qui la font plutôt que de couler du béton, va donc changer de matière grise. C'est des nouveaux modèles d'affaires aussi pour les uns et les autres. Et puis, à la fin, si on doit faire une ville qui est à la fois adaptative pour tous, une ville de la proximité et donc une ville sobre en foncier, même si on n'était pas obligé, c'est quand même la ville qu'on aimerait faire. Donc voilà, je suis dans les temps. Je vous invite à lire peut-être Réparons la ville dans un premier temps, qui est un petit bouquin qu'on a écrit avec Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre des architectes en France, hein, qui est un petit ouvrage à la fois grand public, mais qui tente, au même titre que la fresque de la ville, de redonner une vision globale des enjeux qu'on a autour à la fois de l'acte de construire, mais plus globalement de penser nos espaces urbains et nos relations de territoire. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, le manifeste pour un urbanisme circulaire qui reste aussi, qui est peut-être un essai plus complet, mais qui reste aussi particulièrement lisible. Merci à vous et merci d'avoir participé à la fresque. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Grisot, et merci de participer à votre manière et de belle manière aux 50 ans d'espace environnement, hein, parce que c'est un jour de fête pour nous aujourd'hui. Et donc, ici, deux fresques ont été réalisées hein, par le premier groupe, et donc il y a une deuxième session, donc on se revoit dans une heure hein, ou un peu moins. Un tout grand merci. Les fresques, on va vous les envoyer, puisque je crois que c'est l'idée aussi, hein, c'est de faire des petits et donc de diffuser un petit peu ce qui a été produit. Un tout grand merci pour cette belle présentation, comme à chaque fois, puisqu'on on commence à se connaître maintenant. On ne s'est pas encore rencontrés en présentiel avec la maison d'urbanisme, mais on ne désespère pas un jour, évidemment, de pouvoir vous accueillir. Un tout grand merci. Je vais devoir libérer le groupe qui va partir à sa deuxième session. Merci beaucoup. À tout à l'heure en ce qui me concerne. Et un tout grand merci encore. Voilà. À tout à l'heure. Je reste connecté. Hein. Ah non.